une production du Studio SF. What's up tout le monde, bienvenue au Dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% hockey qui permet de propulser ta game à un autre niveau. Ce mois-ci, on a reçu Amélie Riendeau, qui est préparatrice mentale pour un club Midget 3. Yes, c'était une discussion là, qui était assez incroyable. On a parlé de la pression que les parents peuvent apporter aux athlètes, comment est-ce qu'elle travaille avec son équipe Midget 3. On a parlé là, de vraiment, là, en fait, moi j'aurais vraiment aimé ça, avoir ça dans mon temps. Puis l'objectif, c'est d'amener ça à ce qu'il y ait plus d'équipes qui utilisent. Aussi, on a parlé, est-ce qu'il faut faire un travail plus sur les jeunes ou non, est-ce que ça prend une éducation au niveau des parents? Dans mon cas, est-ce que donner des 5$ à tous les buts, c'est bon? Ouais, c'est ça. Vous allez savoir ça juste à écouter le podcast. Exact. Donc, bonne écoute pour l'épisode numéro 4 avec Amélie. C'est parti. Amélie Riendeau, merci de t'être déplacée à Montréal. Écoute, ça fait plaisir. Même si ça n'a pas été facile, je pense, de rendre ici. Écoute, j'ai vécu un périple. T'es parti à 8h30? À 8h30 de Saint-Hyacinthe. Puis, en fait, il y avait un blocage au niveau de Ville-Marie, genre. Ouais. Que 20 minutes arrêtées, puis 30 minutes de retard. Puis d'habitude, ça prend combien de temps? De venir, ici, précisément, ça serait, sur mon GPS, il est écrit 1h15. Ouais, c'est quand même. Quand même, mais tu sais, le matin, là. Ouais. Mais tu sais, en général, en théorie, là, ça serait supposé de prendre 50-55 minutes. Ouais, quand même une bonne ride. Ouais, mais merci d'être ici. Mais ça fait plaisir. On va commencer par ton parcours un peu. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir préparatrice mentale pour les Gaulois un peu? Si tu peux revenir aussi loin que tu veux. OK. En fait, c'est parti du fait que j'étais au Collège Antoine Giroir. Donc, j'ai comme évolué avec les Gaulois parce que mon frère est un Gaulois. Okay. Puis aussi parce que mon ex-copain de quand j'étais au secondaire était dans les Gaulois. Puis, tous mes amis gars, dans le fond, j'étais dans un collège où il y avait juste des gars de hockey. Fait que j'ai été élevée là-dedans pas mal. Puis après ça, c'est là mon intérêt aussi pour le sport. Moi, j'étais une athlète en danse, donc j'ai étudié professionnellement en danse. Puis le sport a toujours été vraiment une grosse partie de ma vie. Puis j'ai décidé d'aller étudier en intervention sportive, qui est un bac à l'Université Laval, qui est vraiment focusé sur les performances. Donc mon but en allant faire ce bac-là, c'est vraiment d'aider au niveau psychologique les athlètes, d'aller offrir un aide psychologique. Parce que ce que je voyais beaucoup dans le hockey, que ce que j'ai connu de mon frère, de mon copain, c'était que le hockey, c'était vraiment un sport qui était dur mentalement, puis qu'il y avait beaucoup d'obstacles qui n'étaient pas nécessairement discutés dans la chambre ou avec les coachs. Puis moi, en tant que arrière-scène, copine et sœur, j'ai vu beaucoup de choses, fait que j'ai comme fait, OK, je veux vraiment faire ça. Puis c'était un peu mon rêve de... quand j'étais plus jeune, de venir en aide à des joueurs de hockey dans ce sens-là. Fait que c'est pour ça que j'ai fait le bac. Puis après ça, j'ai décidé de m'en aller dans le coaching, donc coaching PNL, pour ajouter à mon bac. Fait que t'as fait ta PNL? Oui. Nice. Donc, j'ai commencé la base, puis j'ai évolué un peu différemment dans le parcours parce qu'avec la compagnie que j'ai en ce moment, c'est difficile de joindre les études avec la compagnie. Mais c'est sûr que c'est dans mes plans de poursuivre la praticienne, le certificat en praticien PNL. Oui. Puis là, après, tu finis ton école. Puis comment, mettons, que t'as rentré? Parce que je pense, c'est la première fois que j'entendais ça, que tu pouvais être préparatrice mentale. Jamais, nous, on a eu ça plus jeune. Mais dans le bac en intervention sportive, est-ce qu'il y avait des cours de... Oui. Dans le fond, le bac est beaucoup axé sur améliorer les performances. Puis c'est un peu pourquoi j'ai décroché, parce que j'ai complété 2 ans, puis il restait 1 an à faire. Puis j'ai décidé de prendre mon chemin à moi parce que ça me rejoignait plus la mentalité puis la philosophie. Je suis extrêmement pour le bien-être dans le sport. Puis je pense que le problème avec la préparation mentale puis tous les outils qui sont mis en place, c'est que c'est toujours pour améliorer. Puis on se concentre pas sur le besoin du joueur, on se concentre pas sur c'est qui la personne derrière l'athlète. Puis ça, je trouve que c'est un problème. Puis moi, je voulais faire mes choses de mon côté parce que j'avais une philosophie puis une mentalité qui était un petit peu différente par rapport à ça. Puis oui, on avait des cours de préparation mentale. Donc, j'ai eu 2 cours complets. Le premier cours, c'était développement des habiletés mentales. Puis l'autre, je me rappelle plus exactement le nom du cours, mais bref, il y avait vraiment technique et enseignement des habiletés mentales. Donc, on voit l'ensemble, connaissance de soi. On va en parler un peu plus plus tard. Là, c'est nice. Moi, avec mon bac en kin,
On n'a pas vu grand-chose là-dessus. Non. Non. Puis pour ça, c'est une sphère quand même assez importante. Ouais. Je savais même pas que ça existait comme bac. En fait, intervention, c'est ce le qu'ils se seul donnent. C'est ça. au Canada. Ouais. Dans le Exact. fond, même au monde, là, mettons qu'on regarde globalement, il y en a un autre bac qui ressemble à ça en Europe. Mais c'est très, très peu connu parce que de toute façon, le coaching, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est très peu réglementé. Là. Pas mal tout le monde peut être coach. Un ancien athlète peut devenir coach. Puis ce qu'on apprend dans le bac, c'est que tu n'as pas les compétences nécessairement pour être un coach quand tu es un bon athlète. C'est sûr. Là. Ben, c'est sûr. Ouais, puis là, t'as-tu fini ton bac? Ouais. Non, j'ai décidé de ne pas le poursuivre. Pour l'instant, en tout cas, parce que la dernière année, ce que c'était beaucoup la gestion d'événements, gestion d'une organisation sportive. Puis il y avait aussi la thèse par rapport aux performances et tout. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire mon propre chemin, puis de vraiment gagner de l'expérience sur le terrain parce que je trouve que c'est ça qui est vraiment enrichissant. Fait que présentement, je suis en réflexion pour faire peut-être poursuivre mon bac, mais par cumul de certificats avec des choses que je vais pouvoir me servir plus tangiblement là, dans mon contexte. Ouais. Comment que t'es arrivé avec un poste avec les Gaulois? OK. Dans le fond, moi, j'avais quand même des contacts parce que je connaissais bien les entraîneurs vu que j'ai été élevée dans ce milieu-là, puis j'étais la sœur du joueur, dans le fond. Fait que, en fait, j'ai juste pris contact. Je pense que c'est un meeting que j'ai croisé l'entraîneur. Puis... en fait, un lien de ma mère, parce que ma mère était dans le CA aussi des Gaulois. Elle est impliquée beaucoup dans l'équipe depuis que mon frère a joué. Fait qu'elle a eu une discussion avec le DG, puis elle a dit que j'étais dans le bac. Puis, tu sais, ça avait aucun lien. Elle a juste donné des nouvelles de comment j'allais parce que les gens, tu sais, ils savent que j'étais dans le bac. Fait que ça a one thing to another. Ma mère, elle me dit « Ouais, j'ai vu le DG, non, on a jasé de ton parcours puis tout. » Là, je dis « Hey, je pourrais leur demander s'ils ont besoin d'une préparatrice mentale parce que pour vrai, j'aimerais vraiment ça travailler avec les Gaulois. » Tu sais, c'était dans mes rêves. Fait que là, je fais mon offre, je fais comme « OK, là, j'ai ça, je peux améliorer votre équipe sur ces plans-là, je peux faire un plan d'intervention en préparation mentale, je pourrais vous aider au niveau de la communication avec les parents. » Tu sais, je montre toute mon offre puis je leur dis « C'est ça que je peux faire avec vous. » Puis on fait « OK, go. » Fait que on a commencé comme ça l'année passée. Ça a été quand même difficile l'année passée, je vous dirais, parce que c'était une première année pour eux et pour moi. Ouais. C'est toujours de l'adaptation. La préparation mentale du hockey, c'est pas comme un préparateur physique que tu es habitué, puis comme... fait que c'est de l'adaptation, mais là, c'est la deuxième année, puis cette année, sérieusement, jusqu'à maintenant, ça va super bien. On a fait des beaux ajustements, là, fait que c'est vraiment le fun. Fait que c'est toi qui a mis la pression en tant que telle pour... Ben oui puis non. Je veux dire, il y avait une grosse demande, il y avait des gros besoins par rapport à des troubles d'apprentissage, il y avait des besoins au niveau des parents, puis ils ne savaient pas comment faire. Fait qu'il y avait vraiment un besoin, là. J'ai pas nécessairement trouvé des problèmes, là. Il y avait un besoin qu'ils ne savaient pas quoi faire avec certains joueurs, puis moi, j'ai juste arrivé, puis j'ai fait, c'est ça les solutions, est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez pas? Fait que c'est comme ça, là, dans le fond, que... Puis est-ce que tu sais si dans les autres clubs, ils ont les mêmes ressources? Je suis pas mal sûr que vous êtes les seuls à avoir... Oui, c'est ça, exact. C'est malade. Bien, c'est vraiment le fun. Puis en fait, c'est que souvent, la préparation mentale, c'est les joueurs qui vont consulter à l'externe. Tu sais, là, je suis en contact avec une agence à Trois-Rivières qui sont intéressés à m'avoir comme coach. Puis, en fait, eux, ils vont aller travailler en individuel avec les joueurs. Moi, ce qui est le fun, c'est que c'est dans la structure, puis c'est les parents, à place de payer à l'extérieur, c'est comme inclus dans la structure. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en plus, c'est que ça reste quand même accessible parce que les joueurs peuvent prendre rendez-vous quand ils veulent puis quand ils ressentent le besoin. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour ça. Puis, mais moi, je pense que ce qui est dans mes plans, c'est vraiment d'essayer d'aller apporter ça à d'autres équipes pour avoir les mêmes ressources, là. Je ne pourrais pas être partout en même temps, là, mais je vais essayer de développer ça. Là. Les jeunes sont-ils quand même assez ouverts à cet âge-là? Parce que, mettons, mes jets, c'est de 15 à 17 ans. Oui, c'est ça. Probablement que c'est pas tous les joueurs qui prennent ça d'une bonne façon, ou mettons qu'ils sont comme « Ah ouais, je vais aller la voir ». Mettons, comment ça marche? Tu sais, tu y vas une fois semaine? T'es-tu là quand il y a de la demande? Comment un peu ça fonctionne? Il y a les deux. Donc, la structure que j'ai mise en place permet aux joueurs de venir me voir quand ils en ont besoin. Donc, j'ai 2 plages horaires. J'ai une plage horaire qui est comme plus attitrée, c'est-à-dire que, premièrement, il faut que j'évalue tous les joueurs au début de l'année, à savoir à quoi je m'en tiens avec ces joueurs-là, puis avoir une première évaluation de leur profil. Puis ensuite de ça, il y a aussi les plages horaires plus d'urgence, dans le sens que s'il y a un cas disciplinaire ou si on sent qu'on a besoin de rencontrer un athlète, l'équipe, là, je parle de, quand je dis on, je dis
l'équipe d'entraîneurs. Si on sent qu'on a besoin de rencontrer un athlète, là, je fais comme, OK, là, on va te rencontrer parce que c'est super important qu'on soit sur le même pied d'égalité. Fait qu'il y a les deux. Les joueurs peuvent booker un rendez-vous quand ils ressentent le besoin. Puis nous, on impose certaines fois là, pour des cas disciplinaires où on a besoin de te rencontrer. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai un lien complètement différent avec les joueurs qu'avec les entraîneurs. Puis généralement, ils sont super à l'aise avec moi parce que je fais pas partie des entraîneurs. Je suis comme à part, même si je communique beaucoup avec les entraîneurs. Puis on a vraiment des meetings à toutes les semaines pour voir comme, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Je suis une personne à part, puis j'ai une énergie vraiment rassurante. Ça veut dire que, tu sais, je suis pas un coach, là. Je suis pas là pour te dire que ça a pas bien été aujourd'hui, là. Je suis pas là pour te dire tes quatre vérités, là. Je suis là juste pour t'écouter, puis essayer de comprendre comment on peut améliorer ton bien-être puis ton rendement dans l'équipe. Fait que c'est ça. Fait que oui, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Fait qu'il y en a qui prennent rendez-vous par eux-mêmes puis tout. Ouais. Puis même, je te dirais que c'est de plus en plus ouvert, puis les joueurs, entre eux, ils s'encouragent vraiment en gros à, comme, je dirais, pas entre eux, là, mais ils s'encouragent vraiment en gros à performer, puis ils sont ouverts à ça. Il y en a toujours, comme dans n'importe quoi, qui sont fermés. Puis c'est correct. Je veux dire, je suis pas là pour mettre de la pression. Je suis juste là pour amener mon aide, dans le fond. Ouais. Puis ça va différer d'un individu à l'autre. Mettons, ils vont venir te voir pour, je sais pas, exemple, je suis pas capable de gérer la pression. Ouais. Ça va différer vraiment de chaque personne. Ah ouais. Ouais, vraiment. Ouais. On va en parler de la plus grosse difficulté. Là, tantôt, je pense que c'était dans vos questions. Mais je vous dirais là, que ça varie tellement d'un joueur à l'autre. L'année passée, il y avait un des joueurs qui avait des superstitions. C'était vraiment récurrent. Là, c'était une problématique. Là, ça l'empêchait de performer parce que quand il ne faisait pas ce qu'il fallait, il ne performait pas. Ensuite de ça, il y a des gars que c'est vraiment au niveau de la pression qu'ils se mettent sur eux-mêmes. Il y en a que ils sont juste pas capables d'endurer le coach. Fait que ça varie tellement là, d'un joueur à l'autre, les besoins. Mais ouais, ils viennent me voir, je dirais des fois à contre-courant. Ils sont contents quand c'est moi qui les call, je dirais, parce qu'ils n'ont pas à faire le move. Mais ils en bénéficient toutes. Tous les gars qui rentrent dans on prend pas beaucoup de temps pour se poser des questions puis prendre du temps pour comme procéder toutes les émotions que tu peux vivre là, dans un parcours sportif. Puis je pense que d'avoir ce temps-là, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le prennent. Fait que quand on prend le temps puis que je prends le temps d'écouter, ça fait tout le temps une grosse différence. Là. Il y en a-tu qui peuvent venir te voir, pas juste par rapport à des questions au hockey ou des problèmes de pression, ils peuvent-tu venir, mettons, pour des problèmes au niveau familial ou personnel à l'école? Ouais. Il y en a-tu qui le font? Moi, c'est sûr, dans mon éthique de travail, j'essaie vraiment de trancher une ligne parce que moi, mon rôle, c'est d'être intervenante pour le sport. Puis, il y a aussi, je ne suis pas psychologue, ça veut dire que quand il y a des problèmes au niveau plus grave, là, au niveau de la famille, au niveau des besoins qui ne sont pas rencontrés plus profonds, je peux parler, par exemple, des dépressions ou des grosses blessures qui font en sorte que le joueur n'est pas capable de s'en sortir puis tombe dans un petit trou noir. Là. Ça, dans le fond, je réfère toujours à une psychologue parce que c'est pas mon champ d'expertise. Tout ce qui est familial et école, parce qu'il y en a qui gèrent des horaires de cégep en même temps que le midget 3, c'est comme la tranche d'âge entre les deux. Des fois, c'est dur à gérer là, pour eux, l'école, puis les notes, puis c'est gros de pression. Fait que, on parle de ça. Mais je vous dirais que c'est toujours dans l'optique du hockey. Du hockey, ouais. C'est quoi le plus gros blocage que tu vois, mettons, le truc qui revient le plus souvent dans ton bureau? OK. On rentre là-dedans, puis là, j'ai mon opinion est tranchée. Puis ça se peut que le monde qui écoute en ce moment soit pas nécessairement d'accord avec moi, puis que c'est pas grave, j'aime mieux avertir que je dis la vérité. C'est un podcast, c'est ça pour ça. On est là pour ça. Mais détail croustillant, les athlètes en général se connaissent très, très peu. Ouais. Mettons, je sais pas si vous remarquez ça, là, mais... Émotionnel, niveau juste la personne qui sont point final. Ouais. Je réalise que les athlètes, en général, se font coacher, se font pas développer sur le plan global. Je pense de ton avis aussi, parce que, mettons, ça fait environ 5 ans que j'ai arrêté de jouer au hockey. Puis, tu sais, j'ai tout le temps suivi la structure élite. Fait encadrement, puis c'est par là que tu t'en vas.
Puis là, quand j'ai arrêté de jouer au hockey, j'étais comme rendu un peu laissé à moi-même. Fait que là, c'est là que j'ai commencé plus à me découvrir puis à faire à sortir un peu des chantiers battus, mettons. Ouais. Fait que je pense que t'as pas mal raison. La grosse lacune, c'est au niveau du coaching. Parce que le problème avec ça, c'est qu'on ne développe pas des athlètes pour développer des humains, on développe des athlètes pour des machines de performance. Puis c'est un peu la même chose qu'à l'école. C'est la structure éducationnelle en ce moment qui a des grosses lacunes. Puis ça, c'est dû au fait qu'on ne pose pas assez de questions parce que l'apprentissage, c'est que tu trouves les réponses par toi-même. Puis en ce moment, c'est qu'on te donne les réponses. Puis il faut que tu les apprennes par cœur. Puis c'est pas la façon de développer des athlètes parce que ça fait pas des athlètes autonomes. Ça fait des athlètes là, qui arrivent puis que tu as constamment besoin de leur dire quoi faire. Puis tu as constamment besoin de leur rappeler leurs erreurs. Tu as constamment besoin de leur dire qu'ils sont bons. Tu as constamment besoin de leur dire qu'ils vont être à NHL. Puis tu as constamment besoin de les motiver parce qu'ils sont pas motivés par eux-mêmes, parce qu'ils se prennent pas le temps de se poser des questions comme pourquoi c'est important pour moi le hockey. La plupart des athlètes là, que je leur demande c'est quoi que t'aimes du hockey? Ben, j'aime ça. OK, mais comme... J'aime faire des silly quand mais encore, tu sais, oui, c'est ça. Mais au-delà des silly, là, tu sais, au-delà de le show là, du hockey, là, parce qu'on s'entend, c'est comme quand même tout un show de jouer au hockey au Québec, là, c'est comme reconnu, puis... je veux dire, t'es quand même cocky quand tu joues au hockey. Absolument. On se le cachera pas. Absolument. Bon, on va se dire les vraies affaires. Comme on dit, on est dans un podcast, mais je dirais que la connaissance de soi, c'est une grosse lacune parce que les joueurs rentrent dans une structure, comme tu l'as si bien dit, puis tant qu'ils se posent pas les questions, quand ils débarquent de la roue, tabarnouche que j'ai vu des joueurs de hockey se planter ça dérape solide parce que... Puis là, ce que je veux amener, c'est au niveau de la préparation mentale, c'est ce que je fais. T'es qui comme personne derrière l'athlète? C'est quoi tes émotions en ce moment? Comment tu réussis à te développer dans ton sport? C'est quoi tes lacunes? C'est quoi tes forces? Souvent, là, il y a un rôle que tu vas t'être attitré, genre quand t'es pee-wee, là. Puis là, tu as ce rôle-là jusqu'à temps que tu sortes de là. Mais tu as tellement de potentiel autre que ça. Tu sais, je veux dire, on est des êtres de potentialité. Ça veut dire que si tu penses que tu es défenseur, mais qu'au fond, toute ta vie, tu penses que tu es défenseur, puis tu es défensif, puis il faut que tu restes dans ton rôle de défenseur défensif, mais que dans le fond, tu aurais été un super attaquant, genre, puis tu aurais vraiment eu... Puis c'est ça que je trouve que ces problèmes, c'est de l'hyper-spécialisation, puis 2, c'est tu te connais pas, tu te développes pas. Puis quand ça... Ben, en fait, tu développes pas des athlètes à leur plein potentiel quand tu fais ça. Non. Moi, j'étais défenseur quand j'étais vraiment plus jeune. Mettons, en bas de 15 ans, j'étais défenseur. Puis à un moment donné, je me suis fait couper de Bantam de A. Puis j'ai demandé d'être transféré à l'attaque puis d'essayer. Puis du jour au lendemain, j'ai fait l'équipe. Puis j'ai racheté, j'étais devenu un attaquant. Fait que finalement, j'étais peut-être un attaquant de base. Ouais, c'est ça, parce que quand est-ce que tu décides, souvent le monde commence à, tu sais pas, 6-7 ans, tu sais pas, tu vas être quoi, là? Ton attaquant dev, c'est comme l'entraîneur choisit, tu vas être ça. Puis là, tu sais, si t'es bon, ils vont tout le temps te dire, ouais, t'es bon, tu vas aller loin. T'es bon, tu vas aller loin. Puis là, tu fais juste Tu fais juste t'identifier à ce rôle-là, puis tu te dis, si j'ai ce rôle-là toute ma vie, je vais continuer de bien aller. Fait que tu te poses pas de questions. Mais le problème avec ça, c'est que vous le savez comme moi, qu'un joueur qui est super bon, c'est un joueur qui va être polyvalent, puis va être capable de se revirer de bord, puis va être capable de développer plusieurs habiletés. Fait que je pense qu'il y a ça, puis le fait de se poser des questions, c'est important pour ton développement d'athlète, parce que quand tu arrives plus loin, plus pro, ton coach ne veut pas te dire tout le temps, là, genre... T'es bon. Non, il ne dira pas t'es bon. C'est ça. Fait que si t'es pas capable d'avoir confiance en toi, la confiance en soi, ça part de la connaissance de soi. Self-awareness en anglais, puis confidence en anglais aussi. C'est comme une pyramide. Ça, j'aime ça l'expliquer. C'est vraiment comme ça. Puis la première, c'est une pyramide inversée, en fait. La première habileté, c'est la connaissance de soi. Après ça, tu peux build. Le problème avec le coaching en ce moment, c'est qu'ils bâtissent l'équipe, puis ils descendent après aux joueurs. Mais c'est le contraire. Ils vont bâtir l'équipe, ils vont dire, OK, ça, ce joueur-là, ils vont bien jouer ensemble. Mais sauf qu'ils ne sont même pas encore en train de développer c'est quoi ce joueur-là. Puis c'est ça le problème, parce que tu peux pas développer une équipe si tu connais pas bien tes joueurs, puis tu peux pas bien connaître tes joueurs si tes joueurs se connaissent pas bien eux-mêmes. Fait que ça serait de développer l'humain avant l'athlète. Ça revient tout le temps à ça, mais je pense qu'ils le font pas. Je veux dire, la chimie aussi dans une équipe, c'est important. Fait que si tu connais pas, toi, tu fais juste lui il est bon, on les met ensemble. Mais s'ils n'ont pas la même vision, même mentalité ou la même connexion, mettons, quand tu regardes l'individu en tant que tel, sûrement ça ne fonctionnera pas, là, le trio. Là. Parce que c'est ça. Tu dis, c'est tout le temps l'athlète l'an premier, l'humain. Mais même pour toi, tu sais, avec Mathieu Boulay, là, on parlait de posturologie. Lui, il dit tout le temps, moi, je vois
un humain, pas un athlète. Même chose pour les préparateurs physiques. J'entraîne pas un joueur de hockey, j'entraîne. Ouais, même à NHL, dans mon équipe de rêve, là, bon, on parle de gaming. Ouais, c'est ça. Non, mais les trios, tu peux mettre ça s'appelle des synergies. Puis s'ils ont la même synergie, ben ça fait qu'ils sont meilleurs. Ouais, c'est ça qu'il faudrait rechercher. Même dans les jeux vidéo, vidéo, il y a ça. Faudrait rechercher pas ça. C'est ça. Mais pour ça, on fait pas dans la réalité. Mais il y a plusieurs dynamiques. Là. En ce moment, on parle de connaissance de soi, mais les habiletés mentales, ça part de connaissance de soi, confiance en soi, réglage de l'activation. Il y a aussi la communication, il y a le leadership, il y a le travail d'équipe. Coopération, travail d'équipe. Puis, on peut pas développer une habileté mentale si on développe pas l'autre avant. Sont toutes préalables à. Ça veut dire que quand tu parles de dynamique, il faut que tu regardes le leadership, il est où? Puis le leadership vient avant la coopération. C'est-à-dire, c'est quoi les qualités de leadership que tu as dans chacun des joueurs? Parce qu'il y a plusieurs styles de leadership aussi. Tu as des leaderships qui sont vraiment dominants, puis tu as des leaderships qui sont plus, je dirais, intra. Fait que ça veut dire qu'ils vont eux-mêmes avoir un leadership pour eux-mêmes, mais pas pour les autres nécessairement. Mm-hmm. Ça, c'est des bons modèles positifs, mais c'est pas nécessairement des gars qui vont rassembler l'équipe au complet. Ouais. Fait que, tu sais, tu as vraiment différents styles de leadership, puis ça dépend de la personnalité encore, mais comme... Ce que je veux que les gens retiennent, c'est que ceux qui écoutent le podcast, la meilleure chose que tu peux pas faire quand tu es un joueur de hockey, c'est de te connaître. Puis ça passe par te poser des questions comme « Pourquoi le hockey, c'est important pour moi? Qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui, tout le temps? Qu'est-ce qui a bien été aujourd'hui, puis pourquoi. Être capable d'expliquer pourquoi ça a bien été, puis être capable d'expliquer pourquoi ça n'a pas bien été, pour moi, c'est un élément que le joueur est capable de bien se connaître. Pas juste dire « ouais, c'était une tough » ou on travaille fort là-dessus », tu sais, ça veut rien dire, ça. Fait que pour moi, ça, c'est un élément clé de vraiment avoir une base. Mettons qu'on parle de la base, là, c'est ça. C'est ça. Puis dans ton évaluation de départ, tu dois regarder ça un peu comme tu dis, leadership... plus, mettons, envers lui-même ou envers les autres, tu dois regarder ça? Oui. Moi, je m'adresse beaucoup plus, tu sais, comme une première... Mettons c'est la première fois que je t'évalue comme joueur. Je vais m'évaluer, je vais baser aussi sur tes expériences du passé. C'est quoi tes meilleures performances, c'est quoi tes pires performances, puis je vais te poser beaucoup de questions sur comment tu t'es senti dans ces performances-là pour qu'on essaie de retrouver cet état de flow-là quand ça va bien. Puis c'est quoi les problématiques quand ça va pas bien? Est-ce que tu étais concentré sur genre ta blonde ou est-ce que tu étais concentré sur... la fille des estrades. La fille des estrades. C'est ça, la date de la veille. T'étais-tu concentré aussi sur l'école? C'était quoi le problème? T'étais-tu concentré sur ton père dans les estrades que t'as peur de rentrer dans le char quand tu vas revenir de ta game? C'est quoi ton point de focus? Est-ce qu'il est interne, il est-tu externe? Fait qu'on regarde tout ça. J'analyse les performances passées pour comprendre les besoins. On va regarder aussi tout sur le plan personnel. C'est quoi tes plus grandes difficultés, mettons, à l'école? Ou, tu sais, est-ce que tu as de la facilité à te faire des amis? Est-ce que tu sens que tu es inclus dans l'équipe? C'est quoi ta relation avec les coachs? On regarde tout sur le plan de l'environnement. On regarde aussi c'est quoi... tes pensées. On va regarder beaucoup au niveau des pensées, puis on va regarder aussi c'est quoi tes techniques. C'est quoi que tu utilises en ce moment? Et la plupart, c'est comme... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Je sais pas. De quoi tu parles, non, même, c'est ça. C'est ça. Ben, tu sais, j'y pense quand je reviens dans le bus, là, tu sais, c'est comme... C'est pas mal ça tout le temps qui se passe. Mais le problème avec ça, c'est que quand tu n'as pas d'outils puis tu n'as pas de technique, c'est dur de pouvoir faire une progression. Est-ce que j'ai évolué ou pas? Fait qu'on regarde, c'est quoi tes techniques, tes outils? Souvent, il n'y en a pas. Fait qu'on travaille sur quel outil technique on va développer. Fait que l'évaluation complète, ça ressemble à ça. J'évalue, t'es rendu où dans tes habiletés mentales? Est-ce que t'es dans la connaissance de soi? Souvent, c'est ça. Probablement. Ouais. C'est très, très rare ceux que j'arrive à parler de travail d'équipe, coopération puis leadership. Je me rends jamais là à cet âge-là parce qu'il faut que je retourne en arrière de comme depuis qu'ils sont jeunes, c'est qui comme personne, tu sais. Fait que c'est souvent ça que je travaille vraiment gros dans les consultations. Puis tu briefes les coachs après, j'imagine. Oui, mais il faut que je dise... Faut que tu t'en gardes. Ouais. Ça veut dire que c'est confidentiel, les rencontres, puis je tiens vraiment à ça parce que je trouve que c'est tellement important d'avoir un lien proche avec son préparateur mental. Tu sais, je suis pas là pour aller dire au coach qu'est-ce qui se passe dans la tête du joueur. Non, c'est ça. Sinon, ils vont perdre confiance en toi, ils n'auront plus de voir. Fait. Non, puis moi, je trouve que c'est une relation particulière comme d'être à part des coachs. Puis quand je le demande toujours aux joueurs, regarde, en ce moment, je pense que j'aimerais ça parler de tel aspect pour pouvoir t'aider au coach parce que je pense que ça serait utile que lui ait ces outils-là pour t'aider aussi. C'est toujours mon intérêt, là, c'est le joueur. Mon intérêt, c'est le bien-être
du joueur. Fait que peu importe ce que ça prend, si c'est qu'il faut que je parle aux parents, si c'est faut que je dise quelque chose au coach, c'est mon intérêt, je sers le joueur, je sers la personne derrière l'athlète, dans le fond. Et en gros, t'es le bon cop, puis eux autres, c'est le bad cop. C'est ça. Ouais, quand même. Mais les coachs, viennent-tu te voir? Mettons, ouais. Mais est-ce que eux autres veulent être aidés aussi? Ben oui, c'est full important parce que, tu sais, eux, ils n'ont pas nécessairement les ressources là, pour aider les joueurs, puis ça m'est arrivé beaucoup. Ben, tu sais, mettons, tu sais, les émotions, là, les coachs, là, puis ces affaires-là, souvent, c'est bien flou, puis ils veulent pas nécessairement tomber là-dedans. Fait que je leur amène toujours une façon d'aborder ça pour qu'eux, ils se sentent à l'aise. Puis je trouve toujours des solutions pour que on puisse être sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que les interventions que je fais, moi, dans les consultations, il faut que ça ait un suivi avec les coachs, sinon il n'y a juste pas de suite logique, là. Fait que, tu sais, mettons que je fais une technique d'habileté mentale qui est le champ de focus. Mettons avec un goaler, je vais donner cet exemple-là. L'année passée, il y avait un gardien de but qui était pas capable d'avoir une focalisation large externe. Il était toujours concentré sur vraiment rapproché interne. Ça veut dire qu'il était toujours en train de se dire comment je me place dans le but. Mais ça, si tu es un goaler midget 3, ça marche pas, là. Faut que tu sois concentré sur qu'est-ce qu'il y a devant toi, là. Fait qu'il était pas capable d'avoir son champ de focus à la bonne place. Puis ce qu'on pratiquait dans les séances, c'était en fait qu'il se focus à se poser la question « Qu'est-ce que je vois? » pour qu'il soit capable de se concentrer sur qu'est-ce qu'il voit et non pas comment il est dans son but. Puis moi, le lien que je fais avec les coachs, c'est que j'ai rencontré le coach des goalers, puis je lui ai dit, là, tu lui fais pratiquer dans ses pratiques, pas juste ses arrêts. Je veux qu'il soit capable de dire à chaque fois qu'il y a un jeu qui se passe, quel joueur était où, c'était quoi ses intentions, puis dans quelle direction il s'en allait. Parce que s'il est capable de faire ça, il est capable de bien se placer dans son but, puis stratégiquement. Pas juste ses pads. Y a-t-il un espace entre son patin puis son net? Les mouvements se font tellement vite que tu n'as pas le temps de penser à comment tu te places. Puis si tu penses... Si tu penses à ça, il faut que ça soit un automatisme à cet âge-là, mais le problème, c'est que ça venait d'une insécurité. Fait qu'on remonte à plus loin, c'était pas un problème d'attention ni de concentration, c'était un problème de confiance en soi, parce qu'il se faisait pas confiance, parce qu'il avait pas confiance qu'il était capable de protéger son but. Souvent, les goalers, c'est quand tu reçois une puck, souvent, ils vont tourner la tête en arrière du net, voir à surentrer. Ça, c'est l'erreur à pas faire. Je suis pas goaler, mais... Non, mais c'est ça, mais ça part plus loin que « Hey, arrête de te retourner ». Tu comprends? Tu peux pas dire ça à un athlète si tu comprends pas la psychologie derrière son besoin de se retourner. Fait que si tu vas combler le besoin de faire comme « Hey, t'es midget 3, là, t'es un goaler, t'as été pris parmi toutes les autres. Là. T'as ta place dans le but. » C'est sûr que si tu regardes à chaque fois, c'est comme si tu te trouverais à dire que t'avais pas ta place dans l'équipe. Mais là, c'est plus loin que ça. On fait d'autres techniques que juste... Est-ce que tu vois une différence entre goaler, défenseur, attaquant? Point de vue, mettons... si le goaler a plus de besoin d'avoir, mettons, recours à tes services, ou si c'est plus souvent les défenseurs, t'as-tu remarqué quelque chose ou pas vraiment? Parce que, mettons, les goalers, comme on disait l'autre fois, c'est un peu des bébites à part. C'est pas la même affaire. Les défenseurs et les attaquants, c'est vraiment pas pareil. Souvent, on va entendre, les goalers, il faut que tu sais fucker pour être goaler. Là. Ouais, ben c'est tout le temps ça. C'est vrai. Mais tu sais, toi, est-ce que tu as remarqué ça dans les derniers 2 ans un peu? Moi, je trouve que les goalers vivent beaucoup plus de pression, selon moi. Puis ça, c'est juste, je pense que c'est juste logique. Là. Ils ont quand même... mais ça devrait pas, mais ils ont quand même une responsabilité qui est différente des autres joueurs. On dirait qu'ils sont tous laissés à ça. Ils sont seuls. Il n'y a pas personne. Tandis que le joueur, il va, mettons, là, exemple, il échappe la puck, bon, il va peut-être être fâché, mais... OK, il y a mes défenseurs en arrière. Les défenseurs... Il y a mon goaler. Il y a mon goaler. Un goaler, lui, il n'y a plus rien. Là. C'est ça, il est seul. Fait que, c'est comme on disait, les sports individuels, le monde sont plus mindés. Mais oui, ils sont plus motivés. Je vous dirais qu'ils sont vraiment, vraiment autodidactes, les gardiens de but, généralement. Ils ont des qualités beaucoup plus au niveau de leur connaissance de soi. Ils se connaissent beaucoup plus, vu qu'ils passent plus de temps eux-mêmes seuls. Problématique, oui, beaucoup de pression, beaucoup d'isolation. Pas capable de nécessairement... ils veulent beaucoup s'améliorer. OK? Ils ont un grand désir, comme je dis, ils sont autodidactes puis sont assez ouverts. Dans les gardiens de but, je vous dirais que j'en ai pas non plus coaché une vingtaine. Mais dans ceux que j'ai connus, ils étaient assez autodidactes. Puis oui, l'isolation, c'est une problématique. La pression vient vraiment de eux-mêmes.
Puis ça, c'est quelque chose que les gens comprennent pas, c'est que c'est pas l'équipe qui met de la pression, c'est vraiment des personnes qui se mettent beaucoup de pression sur eux-mêmes parce qu'ils ont pris ce rôle-là, puis ils veulent avoir ce rôle-là. Fait que c'est de comprendre la psychologie de l'athlète, qu'est-ce qui le motive à prendre autant de pression, puis d'aller chercher la motivation derrière ça, parce qu'il y a une motivation derrière ça de gérer autant de pression. Ouais. Puis, mais je pense que c'est vraiment un beau rôle. Puis, pour revenir à ta question, s'il y a une différence entre chacun des besoins et des positions, non. 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 Ça dépend pas de la position, ça dépend vraiment de l'athlète. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Non, parlant de pression, bon, moi, ça fait pas trop longtemps que j'ai arrêté de jouer au hockey, mais ça a changé un petit peu la mentalité. Mais avant, tu sais, t'entendais des parents dans les estrades gueuler ces arbitres ou ces joueurs. Est-ce que tu vois encore ce genre de pression-là que les parents apportent aux jeunes? Ou même après, tu sais, dans l'auto, mettons, si on confie à toi de dire hey, mon père, il met bien de la pression à la maison, whatever. Tu vois-tu encore ça? Oui, je vois ça vraiment fréquemment. Là. Puis c'est pas juste dans le hockey, parce que je fais d'autres sports aussi. J'étais avec le tennis, puis c'est des sports individuels. Puis souvent, les parents suivent le joueur partout. Puis c'est comme, tu sais, c'est quasiment un petit prodige et tout. Là. Les parents, c'est souvent une source de stress énorme pour les enfants. Encore une fois, ça part du fait que les enfants se connaissent pas super bien, puis sont habitués de se dire quoi faire, sont habitués de se dire comment agir, comment faire, et ça cause un gros manque de confiance en soi chez les joueurs. Ils ont constamment le besoin de se prouver ou de prouver aux parents qui ont leur place. Fait que j'ai souvent des joueurs qui viennent me voir puis qui me disent comment je peux être meilleur, mais que dans le fond, sont vraiment bons, puis qu'ils ont vraiment tout ce qu'il faut, puis que la seule chose qui pose problème en ce moment, c'est qu'ils se mettent tellement de pression qu'ils font des erreurs, puis ils pensent juste à eux. Fait que ça fait l'effet contraire de plutôt que de travailler en équipe puis d'optimiser les performances, sont tellement en train de se protéger d'une éventuelle failure ou genre un éventuel échec, puis la peur d'être réprimandé, que plutôt que de travailler en équipe puis de faire comme « Hey, c'est pas ma shot à moi, mais c'est sa shot à lui, puis il est vraiment bien placé », ils vont tellement vouloir gagner, puis ils méritent de points, récompenses, punitions des parents, puis des récompenses, genre « Hey, t'as fait un but », tu sais. Ouais. Ce qui fait en sorte que ça nuit à l'équipe parce que le joueur, il est tellement centré sur lui, sur se protéger puis faire des points pour lui, que c'est la seule façon qu'il a confiance en lui, qu'il ne pense pas à l'équipe. Puis ça, c'est la problématique, je dirais, des parents qui mettent de la pression sur les enfants. Est-ce que tu vois qu'il y a des différences de mindset entre un joueur qui joue dans une équipe, donc un sport collectif, versus un joueur qui joue dans un sport individuel, comme exemple le tennis? Oui, c'est sûr qu'il y a des différences psychologiques, étant donné que le joueur qui est dans un travail d'équipe va avoir une responsabilité d'équipe aussi. Par contre, je dirais que la mentalité ou la préparation mentale des deux est vraiment similaire. Il y a la seule différence, je dirais, c'est vraiment au niveau de la coopération, que là, il va vraiment avoir une différence. Mais comme je vous l'ai dit, la plupart des joueurs que j'interviens sont même pas rendus là encore. Ouais. Fait que, on parle même pas de coopération, on parle de comme vraiment la gestion du stress, la gestion de tes émotions, ta confiance en toi sur la glace, c'est avant même ça, là. Ouais. Fait que oui, il y a une différence. Puis les principaux trucs, c'est aussi au niveau du focalisation. Tu as beaucoup plus de prise d'information large quand tu es dans un sport d'équipe que quand tu es dans un sport individuel. Souvent, c'est toi versus toi. Fait que les prises d'information sont différentes. Mais je dirais que sinon, c'est pas mal ça. Puis sur ton échelle, tu disais, la plupart sont à la base. Ceux qui sont pas à la base, est-ce qu'ils sont meilleurs sur la glace? Ah ouais. Ouais, tu le vois. Ah ouais, okay, instantané. Nice. Pour vrai, là, il y avait un joueur l'année passée là, qu'il était tellement groundé, solide. Il avait vraiment une bonne confiance en lui. Il était vraiment rendu ailleurs, dans le sens qu'on n'était même plus dans la gestion du stress. Il gérait bien son stress. On était vraiment rendu dans le travail d'équipe. Il était un atout dans l'équipe, là, je ne vous mentirais pas. Là. Puis, vraiment, là, il était un leader positif. Puis, il était rendu à l'étape de faire, OK, coopération, comment que je peux améliorer mon skill de jeu, comment je pourrais puis lui, il s'était rendu loin. Là. Comment je peux améliorer les autres dans mon équipe pour que moi, ça m'avantage? Fait que, tu sais, ça, je te parle d'autres choses. Là. Je te parle comment moi, je peux t'aider, toi, comme joueur, pour que moi, ça m'aide, moi. Ouais. Là, c'est ailleurs. Oui, c'est ça. Faut que tu te connaisses très bien pour savoir comment aider quelqu'un d'autre. Mais il y a une corrélation. Oui.
entre, mettons, pas le talent du joueur, mais à quel point il performe, puis à quel point, si on peut appeler ça une charte. Là. Mais j'appelle ça aussi de la constance. Ouais. Tu sais, c'est parce que c'est des joueurs assez constants, vu qu'ils sont capables de s'auto-gérer, puis de s'ajuster, parce qu'ils se connaissent bien, ils gèrent bien leurs émotions, ils sont en contact avec les autres. Fait que mettons, là, les écarts, tu vois, là, souvent, des joueurs, ils pognent des drops, là. Ouais. Ça serait un manque de confiance? Ou un manque de... Tu sais, mettons, on prend Drouin, il va être bon 5 matchs, il va être mauvais 5 matchs. Ou ça peut être un bon match, un mauvais match. Ça serait, mettons, il se connaît moins bien, moins de confiance, un peu tout ce que tu as dit. C'est qu'il y a de la difficulté, peut-être. Là, je connais pas personnellement, j'ai pas fait d'évaluation mentale, puis on spécule. Exact. Okay? Mais je dirais que c'est qu'il y a de la difficulté à s'auto-manager, donc à s'auto-coacher pour arriver à dire c'est quoi le problème, comment je peux le régler, puis gérer ses émotions. Fait que, tu sais, comme à la base, je dirais pas que c'est nécessairement un manque de confiance ou un manque de... C'est un manque de stratégie mis en place, de techniques d'habileté mentale qui font en sorte que quand il y a une problématique, plutôt que de réagir instantanément puis de comprendre c'est quoi qui se passe derrière ça, ça va lui prendre plus de temps avant d'y arriver. Le délai est plus long, puis quelqu'un qui est fort mentalement, il va vivre la même affaire. C'est juste qu'il s'adapte. C'est juste qu'il s'adapte plus rapidement. Exact. Puis c'est comme un muscle, le cerveau, là. C'est comme ça préparer physiquement. Ça veut dire que plus que tu te prépares physiquement, plus que tu récupères vite, puis plus que tu t'adaptes. La même chose avec la préparation mentale. Ça veut dire qu'il faut qu'on en fasse vraiment souvent pour que ton muscle se développe, puis que tu sois habitué de rebondir à des échecs, que tu sois habitué de rebondir rapidement dans des trucs qui vont pas bien. Fait que s'il y avait eu accès à quelqu'un comme toi, plus jeune, tu sais, mettons, si ça serait une norme d'avoir ça à partir de midget 3A, il y en a dans toutes les équipes, probablement que ça ferait des meilleurs joueurs. Clairement. Puis même pas des meilleurs joueurs, des meilleurs humains. J'imagine que tu travailles aussi avec des adultes. Ouais. Est-ce que tu vois qu'il y a une différence entre plus jeune versus adulte? Non, puis c'est surprenant, là. C'est... la connaissance de soi, là, self-awareness, là, dans notre société, c'est problématique, là, parce que, comme je l'ai dit, c'est le système d'éducation qui est fait comme ça. Puis notre société est faite pour qu'on se pose pas de questions, puis que ça soit le chemin facile, puis que ça soit toujours tac, 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 étape après l'autre, maison, enfant, travail, boulot, tout ça. Fait qu'on manque. Puis les femmes, moi, je coach des femmes aussi, professionnelles. Puis c'est vraiment une problématique de savoir qui t'es comme humain, comme personne. Derrière tout ce que tu fais, c'est quoi qui est important pour toi? Pourquoi tu le fais? C'est quoi ta vision de toi-même? C'est quoi ta vision de toi dans 10 ans? Comment t'apprendre tes erreurs? Tout ça, là, c'est des questions que on a de la difficulté à répondre. Fait que oui, je considère que avoir ça d'implémenter dans une structure de midget 3, ça serait phénoménal, les résultats qu'on aurait avec les joueurs. Crime. Il n'est jamais trop tard pour venir te voir. Jamais. Non. Non, mais on pourrait faire des démarches pour rentrer ça. Là. Parce à quel point que ça fait une différence. Puis, comme je disais, c'est pas juste performance, c'est juste l'humain. S'il se rend pas dans la NHL, parce qu'il y en a peu qui se rendent, il va juste Moi, être je connais des joueurs qui ont humain. tellement dérapé, là, après, comme on l'a dit, dérapé. Là, on parle de drogue, on parle d'échecs scolaires, on parle de grosses dépressions parce qu'ils n'ont plus d'identité. Ouais. Leur hockey, c'était leur identité. Ils savent plus. Ouais. Puis même, tu sais, moi, quand j'ai arrêté, j'étais comme, bon, je fais quoi ce soir? Tu sais, mardi soir, pas de pratique, on fait quoi? Tu sais, il n'y a plus d'activité physique, tu es comme, OK, le samedi soir. Tu te prépares tout le temps en fonction de tes games, puis là, les semaines sont rendues longues. T'es comme, voyons. Ouais. Fait que, au début, moi aussi, j'ai eu un coup. Ouais. Pour revenir à la pression des parents, est-ce que toi, t'interviens dans ces cas-là? Si t'interviens, comment tu le fais? OK. Moi, j'ai une façon de procéder parce que, comme je l'ai dit, moi, je suis un peu comme hors norme, puis j'aime pas ça suivre des procédures quand j'y crois pas. Dans les théories que j'ai apprises, les parents, on n'intervient pas tant que ça avec eux, puis on contourne un petit peu. Moi, je trouve que c'est super important d'éduquer les parents parce que c'est avec eux que les enfants passent le plus de temps, puis c'est avec eux que la structure familiale, c'est vital pour le bien-être d'un enfant. Puis si l'enfant n'a pas ses besoins rencontrés avant l'âge adulte, ça se peut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de difficultés à se développer comme humain puis comme athlète. Donc, moi, je crois fermement que de coacher les parents, c'est vital. Par contre, c'est pas mon rôle principal. Mon point de focus, c'est l'athlète. Fait que dans le cas où est-ce que je veux aider l'athlète, si en ce moment, je sens que ses besoins fondamentaux au niveau de son développement personnel sont pas rencontrés,
par rapport aux parents, je vais rencontrer le parent si l'athlète me le permet, puis si les coachs sentent que c'est un besoin qui doit être adressé. Fait que je demande toujours au coach, puis je m'assure que le joueur aussi est d'accord avec ça. Je veux jamais forcer les choses, puis je suis pas là non plus pour faire l'éducation du joueur. Je suis juste là pour faciliter, puis si je sens qu'il y a un besoin, comme par exemple trop de pression, je vais rencontrer le besoin du parent, parce qu'il y a un besoin qui est pas comblé aux parents quand il met de la pression sur l'enfant. Est-ce qu'il y a besoin d'être plus impliqué dans le processus du joueur? Peut-être que le joueur veut pas nécessairement que le parent s'implique, puis ça fait en sorte que le parent se sent pas utile, il sent qu'il aide pas, il sent qu'il est pas bon, il sent qu'il est pas un bon parent. Fait que c'est quoi le besoin qu'il est pas rencontré? Est-ce qu'on peut le rencontrer en faisant comme, OK, ben est-ce que vous pouvez avoir une discussion, genre 1 demi-heure par semaine de juste comment ça va avec ton enfant pour juste que vous mettiez sur le même pied d'égalité, sans nécessairement parler d'hockey, comment tu vas? Puis des fois, les parents savent juste pas comment avoir ces discussions-là avec leur enfant. Fait qu'ils font juste parler d'hockey, puis ils font juste comment ça va ton hockey, parce qu'ils savent pas de quoi parler. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Oui, absolument. Ouais. Mais tu sais, toi, comme tu disais, quand tu faisais tes clubs, là, Bantam 2A, tu recevais un bâton de golf à chaque fois. Mais c'est cool, ça. Ben, c'est cool, mais ça, c'est une forme de pression, je pense. Je fais le club, neige, j'ai un cadeau. C'est comme à chaque fois que je fais de quoi de bon, je vais avoir quelque chose. Mais c'est pas tout le temps de même quand tu sors après ça. Ouais, mais c'était pas de la... dans mon cas, moi, dans plusieurs cas, ça peut être de la pression. Moi, c'était pas vraiment de la pression, c'était juste comme moi, je l'aurais pas style vu. de récompense. Mais c'est récompense ça, égale pression, mais... C'est ça. Tu sais, mettons, parce qu'il y en a des clubs que j'ai pas fait, là. Ouais. Puis, je veux dire... j'étais pas... je recevais pas des tapes sur les doigts. Non, c'est ça. Au moins ça, mais je sais pas à quel point ça... Oui, puis en même temps, ce qui est les problématiques avec ça, c'est qu'on ne focus pas sur le comportement, on focus sur le résultat. Puis c'est là que je dis, moi, je n'étais pas d'accord avec mon bac parce que c'était toujours axé sur le résultat. Puis il n'y avait pas de moyen d'évaluation du joueur, de faire comme, OK, il a progressé, ce joueur-là, d'une façon où est-ce qu'il est meilleur, il est plus conscient de lui-même, il est plus conscient de l'équipe, il a une bonne éthique de travail, il a une bonne communication. Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que, pour vrai, c'est ça qui est durable, c'est ça qui va faire qu'un joueur va réussir loin. Ce que tu disais, c'est que, tu sais, je trouve ça fascinant que tu parles de ça parce que c'est tellement vrai que les parents, souvent, ils vont faire du « OK, hey, je t'achète une slot, je te fais un but. » Mais le joueur, là, mettons là, qui a travaillé vraiment fort, puis qui a vraiment mis son cœur, puis qui n'a pas fait de but, mais on lui donne rien. C'est ça. Mais genre, moi, là, je trouve ça déplorable parce que ça n'encourage pas l'effort, ça encourage juste la performance. Le résultat final. C'est ça. Parce que là, ils vont tout faire pour faire un but la prochaine fois. Il y en a que c'est à tous les exemples, les buts. Ça, c'est de l'argent. Je voyais ça. 5 piastres, 2 piastres, 5 piastres. Ça, je trouve que c'est plus pire que, exemple, tu sais, mettons, là, tu me disais le bâton de golf, j'étais dû pour l'échanger, anyways, tu sais. Mais, c'est ça, tu sais, je trouve que c'est pas la même. Ouais, non, c'est pas autant. Moi, pour l'avoir vécu, j'avais pas de pression autant que d'autres peuvent en avoir. Mais je pense que. C'est ça. Mais moi, j'en aurais eu, je pense. T'es pas conscient de ça, mais juste le fait, comme elle dit, tu es tout le temps focusé sur le résultat, puis je me suis donné corps et âme. Là, je l'ai pas, non, je t'achèterai pas de bâton. En même temps, c'est du même côté qu'elle disait quand on parlait tantôt, c'est éduquer les parents de pas tu sais, eux autres, ils se disent sûrement, mais crème, on va essayer de le motiver un peu puis de le pousser pour qu'il donne son maximum. Tu sais, au bout de la ligne, d'après moi, c'est pas une mauvaise intention. Les parents, ils ont toujours des bonnes intentions. Puis, tu sais, c'est toujours un besoin ou qui est pas comblé, soit que c'est de l'éduquer le parent à dire, regarde, tu veux aider ton fils, ton gars, ta fille, parce qu'il y a beaucoup de filles qui jouent au hockey aussi, qu'est-ce que tu peux faire pour optimiser son évolution? Puis moi, c'est tout le temps, je donne des outils de questions aux parents. Ça veut dire que quelles questions tu dois poser à ton jeune pour qu'il se développe? Parce que dans l'auto, c'est pas vrai que tu vas dire « Hey, t'as pas fait cette telle passe-là, t'as manqué ce but-là. » C'est comme si t'étais le commentateur, mais comme le joueur, il sait qu'il l'a manqué le but, il sait qu'il a pas fait sa passe, il sait qu'il était pas à bonne place au bon moment. Ce qu'il a besoin de se faire dire, c'est comment tu te sens, genre, après ton match, en ce moment, comment tu te sens? Je sais pas, je me pas tant bien, comment ça, tu sais? Puis le but du parent, c'est juste d'être un supporter puis d'être un pilier pour son enfant, pas d'être son coach. Il y a assez de son coach sur le terrain, il y a assez de lui-même il faut qu'il se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que tu vas faire pour améliorer ça? C'est des questions que les parents posent pas. Ils vont dire « Ouais, il faut que tu pratiques, là. Pas le choix, là. Il va falloir que tu fasses plus de temps de glace, là. T'as-tu dit à ton coach qu'il voulait plus de temps de glace? » C'est comme si les parents, ils étaient comme un autre coach en arrière qui fait en sorte que le joueur, il est constamment dirigé. Puis quand tu parles de structure, de hockey,
c'est la structure du hockey plus la structure à la maison. Fait que ça fait que le joueur, il a juste plus d'identité, puis il fait juste comme tout le temps suivre une directive puis un autre. Fait qu'il y a une grosse éducation qui devrait être faite sur les parents. Ah ouais, clairement. Puis malgré mon grand désir de vouloir aider, j'ai un nombre limité de ressources. Puis c'est sûr que dans mes projets de vie, j'aimerais vraiment ça, développer des ressources d'aide mentale dans le sport, puis de bien-être, puis d'éduquer les parents sur le développement à long terme de l'athlète. Donc, on parle pas juste d'une année, on parle de sa vie complète de carrière d'athlète et après, parce que le retirement, le après, il faut qu'on le prépare aussi. Puis il faut que les parents soient là pour le joueur parce que ça, c'est, comme je dis, c'est une grosse difficulté dans le monde en sport en général. Il y a beaucoup d'athlètes, pas juste en hockey en passant, qui ont des gros crashs quand ils arrêtent leur sport, puis qu'il y a une perte de motivation pour l'activité physique, perte de motivation pour la vie en général, plus de projets, plus d'identité, de la difficulté avec leurs relations. Fait que, tu sais, c'est vraiment un autre spectre d'idées, mais que l'athlète, on le veut pas juste dans un sport pour qu'il performe, on le veut dans un sport pour qu'il se développe comme être humain. Puis c'est ça que je veux amener aussi. Là. Puis il y en a qui ça commence déjà ce dérape-là pendant qu'ils jouent encore. Ouais. Ils connaissent pas leur identité, puis ils se demandent pourquoi ils font ça. Ils le font parce qu'ils le font. Exact. Mais ça dérape déjà là. Ouais. Exact. Je pense à Mike Ribeiro, mettons, tu sais, qui faisait... Tu sais, il brossait, il faisait de la poudre, puis let's go, puis... Comme... Mais je pense que lui, c'est peut-être ça aussi, toute sa vie, il s'est fait dire qu'il était bon, puis il était bon pour elle. Puis là, il s'est rendu dans la NHL, puis comme tu te fais donner des millions, puis yes sir, tu sais, c'est ça a un impact aussi, je pense. Là, ben, je pense que c'est, on peut mettre ça avec un parallèle dans n'importe quoi dans la vie, avec la vie en général. Mettons que t'es né avec des qualités, là, avec un talent, puis que t'aimes pas ça. T'es bon en maths, mais c'est pas genre ta passion. T'aimes ça, toi, faire de l'art, tu sais. Puis, ben, je pense que tu peux gagner beaucoup d'argent en faisant ton talent, mais est-ce que t'es vraiment heureux? Puis pourquoi tu le fais? C'est ça que je m'intéresse. Puis c'est pour ça, quand je vous ai dit, la première question que je pose aux joueurs, c'est pourquoi t'aimes le hockey? Qu'est-ce qui te fait sentir bien à propos du hockey? Est-ce que c'est quand c'est-tu le feeling de la glace sur tes patins? C'est-tu ce que tu sens que tu voles quand tu es sur la glace? C'est-tu parce que t'aimes l'esprit d'équipe? C'est-tu parce que t'es compétitif puis que t'aimes ça, repousser tes limites? Tu sais, il y a tellement de réponses différentes, puis les joueurs savent généralement pas quoi répondre à cette réponse-là. Je sais pas. Ben, c'est tout le temps. J'aime ça. Ben, mon père, il me jouait au hockey, puis genre, il m'a mis ses patins à 3 ans, puis depuis ce temps-là, je joue. Ou, l'autre réponse, je veux jouer pro. OK. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Ça, tu vois ça souvent, je veux jouer pro? C'est les deux réponses. Les deux réponses que j'ai, OK, c'est je veux jouer pro, puis mon père m'a mis sur des patins à 3 ans. Je veux jouer pro, je savais pas à quelle. Ah ouais. Le 3 quarts. 3 quand même, mais... Ah ouais, le 3 quarts des solide, joueurs, c'est ça. Je veux jouer pro, je veux jouer genre, je veux gagner ça de ma vie. Puis sinon, l'autre réponse, tu sais, on est désillusionné, là. On n'est pas dans le comme concret réel, pourquoi tu joues au hockey là. On est dans le résultat, là. Exact. On n'est pas dans le processus, loin, là. Ouais. Puis c'est ce qui fait en sorte que, tu sais, il y a du chemin à faire à propos de ça. Puis avec les parents, as-tu beaucoup de cas que t'as dû, toi, te déplacer, ou pas te déplacer, mais toi, avoir affaire aux parents pour... mettons, l'aider. C'est arrivé souvent? Ça m'est pas arrivé encore. Je dois dire honnêtement, ça m'est arrivé plus dans d'autres sports parce que, ben en fait, c'est la deuxième année, puis je veux dire, je pense que je voulais être juste dans mon rôle, puis comme prendre ça une chose à la fois. Je voulais gagner de l'expérience puis de la connaissance au niveau des joueurs en premier. Puis les interventions au niveau des parents, je les ai faites plus en one-on-one avec des clients que j'ai de coaching de d'autres sports parce que là, j'ai plus de temps. J'ai plus aussi de marge de manœuvre. T'sais, j'avais quand même un temps limité avec les Gaulois l'année passée. Là, j'ai un peu plus de temps, mais je pense que c'est quand j'ai plus de temps, je me consacre aux parents parce que moi, mon but, c'est le joueur. Fait que si j'ai pas beaucoup de temps, je vais me concentrer juste sur le bien-être du joueur, comme qu'est-ce que je peux faire. Mais j'ai pas eu beaucoup d'interventions avec les parents jusqu'à maintenant. Puis je vous dirais que c'est quand même agréablement surprenant de voir la réaction des parents. Ils sont vraiment plus ouverts qu'on pense quand on utilise la bonne façon de le faire puis qu'on répond à leurs besoins. Au bout de la ligne, c'est de rendre ton enfant heureux puis de le développer en tant qu'humain aussi. Fait que je pense que c'est le but de chaque parent. Ouais, c'est ça. Oui. Faut arrêter faut arrêter de démoniser aussi les parents. Les parents, là, ils veulent juste le bien du jeune. Ils veulent juste le bien du jeune. Puis il y a quelque chose qui n'est pas rencontré. Il y a un besoin qu'eux, ils n'ont pas rencontré, qu'il faut qu'on rencontre. Puis dès que ça, c'est fait, c'est game changer. C'est ça. Fait qu'il faut que tu travailles avec
tout le staff, avec les parents, avec le joueur, avec les entraîneurs. Le DG aussi, il faut que ouais, la vision commune c'est soit... ça. Si tu veux pousser plus loin, j'imagine qu'avec les enseignants à l'école aussi, tu peux... Même là, c'est vrai, à Ouais. l'école. Là. Clairement, parce que, tu sais, s'il n'y a pas de communication entre les devoirs, puis les tournois, puis les ci, puis les ça, tu te Ouais. ramasses avec comme des examens toute la même semaine, puis tu as genre la coupe de jeu en même temps, Ouais. puis c'est comme C'est vrai. terrible. là. Ouais. Il n'y a pas tant de communication entre l'école. Manque de puis, communication. Mais c'est comme on disait l'autre fois, mettons, t'as un physio là, qui connaît pas ton préparateur physique, puis ton préparateur physique connaît pas ton préparateur mental. C'est comme, il y a personne qui se parle, puis on gagnerait à avoir toute la même ben oui. patente, Ben puis oui. tout le monde Ben qui se connaissent et se parle, pour le bien de l'humain et de l'athlète. Ouais. Si tu avais 2 trucs à nous donner, mettons, pour faire une meilleure introspection, parce que je pense que c'est ça le truc, si tu veux être un meilleur humain, ce serait quoi tes 2 trucs ou deux choses que, mettons, que la personne écoute pourrait appliquer dès maintenant pour essayer de plus se connaître? On va parler d'introspection, mais l'introspection, pour moi, c'est une partie de la réponse de préparation mentale. C'est pas tout, OK? C'est de l'action aussi. Donc, j'aime toujours adresser la situation dans 2 volets, dans 2 sphères. Il y a la partie qui est l'introspection. Les qualités d'introspection, c'est d'être capable de prendre du temps seul et d'être capable de se poser des questions honnêtes. Donc, réellement, comment je me sens si je mets pas mon masque de joueur de hockey puis que je fais pas comme si tout est beau puis que je t'aime tough puis genre je suis capable d'en prendre. Si t'es honnête avec toi, comment tu te sens en ce moment? Puis si t'es vraiment honnête avec toi, qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir bien puis te sentir mieux? Ça, c'est les premières questions d'introspection. Qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir mieux? Ça peut juste vouloir dire j'ai besoin de plus de support de ma famille ou j'ai besoin que mes coachs me donnent du feedback temporairement en ce moment pour voir où est-ce que je m'en vais. Peut-être que j'ai besoin de... Tu sais, on peut élaborer sur la question. Ensuite de ça, c'est de l'action. Ça veut dire que qu'est-ce que tu fais avec ça? Là? Parce que là, tu t'es posé des questions, tu sais comment tu te sens, il faut qu'il y ait des différences, il faut qu'il y ait des changements qui sont faits par rapport à ça. Tu peux pas juste avoir ce travail d'introspection-là, puis voir des changements. Fait que souvent, ce que je dirige, c'est des actions avec des techniques d'habileté mentale. Donc là, par exemple, en ce moment, tu as besoin de concentration, tu as de la difficulté à te concentrer pendant que tu joues parce que tu es trop stressé. Fait que là, le besoin, c'est de diminuer ton stress. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a des techniques. Fait que gestion de l'activation, on peut utiliser des respirations, on peut utiliser un paquet d'affaires, de la visualisation. Il y a une chose qui va être différente. Les techniques vont être différentes pour chacun des joueurs parce qu'il y a des joueurs que la respiration, ça va marcher, d'autres que ça ne marchera pas pantoute. Fait qu'encore là, c'est de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai besoin pour passer à l'action? Si tu as besoin de prendre 1 heure avant ton match de parler à personne, ton besoin, c'est de parler à personne, de mettre tes écouteurs puis de faire tes affaires. Ouais. Fait que mais il faut que tu portes action. Il ne faut pas juste que tu dises genre, j'ai besoin d'être toute seule puis que tu ne le fasses pas. Fait qu'il y a tout le temps un volet question, action. Poser tes questions, mettre en application, ça marche-tu, ça marche pas? OK, ça marche pas, je me pose des questions. Comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai besoin? OK, on le met en application. Fait que la préparation mentale, c'est toujours un équilibre entre l'introspection puis l'action. L'action. Malade. Solide. As-tu, mettons, une technique qui fonctionne plus en général? Là, tu viens de dire que ça dépend des personnes. J'imagine qu'il y en a une qui ressort peut-être plus du lot. Pour exemple, donner aux jeunes en ce moment là, que ils ne savent pas laquelle utiliser, mais ils aimeraient ça en essayer une. Mettons qu'on donne un genre spoil alert, genre une technique d'habileté mentale 101. Ouais. OK. Bon, le stop and go marche vraiment gros. C'est une technique que j'ai utilisée l'année passée qui a vraiment pogné. Dans le fond, ce que tu veux, c'est faire pause. Ça veut dire que, mettons, tu as manqué ton chiffre, OK? T'as embarqué sa glace, t'as flop, OK? Tu as manqué toutes les passes, t'étais pas à bonne place, t'étais pas timé, ça marchait pas ton affaire, t'avais pas de jambes, whatever, OK? Tu embarques sur le banc, tu prends un pause, puis là, c'est stop. Tu fais juste arrêter tes pensées parce que là, souvent, ce qui arrive, c'est que t'as comme... Je suis pas bon, genre, il faut que je me reprenne, il faut absolument pas que je manque la prochaine fois. Puis là, c'est le il faut. Puis genre, qu'est-ce que les autres pensent? Non. Là, dans cette technique-là, il faut juste que tu fasses un stop, que tu trouves ton stop. Fait que moi mon stop à moi dans mon quotidien, c'est wake up. Genre là, wake up à me. Fait que ça veut dire que là, j'arrête de penser, puis je fais juste me focusser sur un point de focus,
que je décide de me concentrer dans le moment présent. Ça veut dire que je vais, mettons, dans le cas des joueurs, souvent, c'était « regarde les patins d'un joueur » ou genre « fixe-toi à quelque chose que tu vas te concentrer, que tu peux rester concentré ». Est-ce que c'est l'odeur? Il y en a que ça a été... Je pense l'année passée, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Qu'est-ce qui avait marché pour eux? C'est de regarder les patins des joueurs, vraiment, là, juste de regarder les patins puis de se concentrer sur où est-ce qu'ils s'en vont, pour être connecté dans le moment présent puis arrêter le flot de pensée. Ça, c'est une chose. La première partie, ça, c'est le stop. Le stop and go. Go, c'est quoi un point de focus que tu dois te concentrer pour la prochaine fois que tu vas rembarquer? Est-ce que c'est, toi, tu le sais qu'il faut que tu... Là, vous pouvez m'aider par rapport à ça parce que pour vrai, le hockey, je connais ça, mais comme pas à ce point-là. Ouais. Mais tu sais, OK, là, il faut que je sois genre dans ma zone ou comme, faut que je pense au jeu. Mettons que vous avez décidé que vous jouiez, genre le jeu défensif ou whatever. Faut que je pense à ma position ou faut que je pense à juste relaxer. Comme juste déclencher mes épaules puis vraiment plus couler sur la glace. Un point de focus. Visualisation avant de rembarquer, ça doit fonctionner aussi? À ton goût? Ou... La visualisation, c'est quand même complexe parce que ça prend de la pratique. Puis cette technique-là que je viens de dire, ça prend pas beaucoup de pratique, puis c'est quand même efficace rapidement, vu que c'est du concret, puis c'est stop and go. Mais ça prend de la pratique quand même. Je vous mentirai pas que c'est pas tout le monde... Les joueurs, ça a pris une couple de fois avant qu'ils soient capables de vraiment arrêter leur pensée puis de se reconcentrer. Pour ceux qui ont réussi à faire ça, ça a vraiment bien marché, puis on a eu vraiment des beaux résultats. Mais ça prend de la pratique, c'est comme la préparation physique. C'est un muscle, le cerveau. Fait qu'il faut que tu le pratiques. Puis ça, il faut que tu le fasses en pratique. Faut pas que tu le fasses pendant tes games parce que tu n'as pas assez de temps de game pour que ça soit efficace. Fait que c'est pendant tes pratiques, puis pendant tes games, il faut que tu pratiques ça. Stop and go, ça marche pour vrai vraiment bien avec la plupart des athlètes. Mais la visualisation, c'est plus avancé comme technique. Je te dirais, ça prend de la pratique. Puis de la pratique consistante, c'est-à-dire au moins 5 minutes par jour. Là. Puis il faut que tu sois... faut que tu sois motivé. Ouais, faut que tu sois motivé. Ouais. La préparation mentale, c'est comme la préparation physique, je le dis tout le temps. Fait que oui, t'arrives pas avec ton entraîneur puis t'as pas fait tes exercices, tu vas avoir l'air cave. Fait que c'est la même affaire en préparation mentale. Ouais. Super. Merveilleux. Ça conclut, c'était très solide. Ah, je suis contente pour vrai, c'était vraiment une belle discussion. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut, si le joueur de hockey veut te rejoindre pour avoir recours à tes services? Ben, j'ai mon profil Facebook qui est Amélie Riendo. Puis j'ai mon LinkedIn aussi, que j'ai dans le fond toutes mes expériences. Puis tu peux m'écrire directement en message. Puis au info@commercialamelieriendo.com où est-ce que je prends les demandes pour de préparation mentale. Sinon, c'est pas mal ça. Merci. J'ai vraiment apprécié l'expérience. Merci les gars. Merci.